Bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Le site qui essaie de démontrer que l'humanité est orientée vers une finalité. Nous construisons, sans le savoir, le paradis pour nos futurs descendants. Nous construisons un espace paradisiaque sur cette terre. Et alors que ça paraît au contraire aller vers l'inverse, que l'homme est un destructeur en puissance et qu'il peut même maintenant qu'il a acquis la capacité à s'anéantir pour s'aventurer vers cette alternative. Mais en réalité, à mon sens, on a toujours flirté avec le pire. L'humanité a toujours été au bord du chaos, au bord de l'extinction parfois, et elle est toujours sortie vainqueur, en somme, de tous les challenges qu'elle devait vivre. C'est un petit peu comme la progression d'un être humain. Il doit passer par des périodes, l'adolescence souvent, qui sont dangereuses, etc. Et où on va se mettre soi-même en danger. Et c'est ce qui va constituer après l'homme responsable que nous pouvons devenir. Voilà, alors ça c'est la base de la théorie. Nous construisons ce paradis. Alors il faudra encore quelques siècles, peut-être 2, 3, 4, peut-être 10 siècles. Mais peu importe, l'humanité a le temps. Et donc on construit cet état de paradis pour nos futurs descendants, pour l'ensemble humain, pas pour un petit groupe. C'est pas pour un clan qui parviendrait à atteindre une sorte de perfection pendant que les autres sont à la porte du château. Ça pourrait pas se vivre parce que l'état de perfection dont je parle, c'est un état de sagesse absolue, d'extase, de nirvana, d'éveil. Donc les êtres humains seraient vulnérables s'il y avait un danger quelconque près d'eux. Donc c'est pour ça qu'il faut arriver à faire qu'il n'y ait plus que plus aucun homme ne représente un danger potentiel pour ses congénères, que la nature ne représente plus de danger pour lui, etc., etc. Donc il y a toute une sorte de travail qui se fait. Quand on le regarde de façon pointue, l'évolution de l'humanité, on voit qu'on travaille sur ces valeurs, la maîtrise du comportement, la maîtrise progressive du comportement, pour que plus aucun homme ne représente un danger pour ses congénères, la maîtrise de l'environnement, pour que on trouve les moyens de ne plus être sous les risques de l'environnement et puis des autres espèces, etc. Donc, réussir à s'exempter de tous ces risques-là, quand l'humanité, là, à l'heure actuelle, il y a des centaines de milliers de chercheurs qui travaillent sur les risques des tremblements de terre, sur le climat, etc. Et donc, dans 2, 3, 4, 5 siècles, on aura trouvé les clés, on aura réussi à faire, peut-être plus d'ailleurs, moi je suis optimiste. Donc, pour moi, c'est une affaire de quelques siècles, mais bon, peut-être que ça sera plus long. Mais à mon avis, c'est possible en quelques siècles. À partir du moment où l'humanité va prendre conscience de ce qu'elle réalise, elle le fera consciemment. Et donc, ça sera un autre type d'évolution que nous mettrons en œuvre. Alors, voilà pour la présentation. Et d'habitude, je m'appuie sur des ouvrages que je rencontre, que je trouve par hasard de temps en temps dans des brocantes, des vides-greniers ou même dans des poubelles. Et là, j'ai sorti du pilon cet ouvrage, il y a quelque temps, de Louis Lavelle, Le moi et son destin. Et je ne l'avais pas lu, je ne l'ai toujours pas lu, mais
je l'ai sorti de ma bibliothèque en me disant, voilà, je pense que c'est un livre sur lequel ça serait intéressant de travailler sur quelques petits passages. Alors, je vais commencer par lire la table des matières et je vais m'arrêter sur ce que je voudrais éventuellement creuser. Alors, la première partie, c'est l'intimité du moi. Le fait primitif. 1. Petit 1. 2. L'expérience métaphysique. Petit 3. Intelligence et sympathie. Petit 4. Un journal métaphysique. La deuxième partie, l'anxiété du moi. Alors je crois que Heidegger avait travaillé sur ça. La conscience heureuse et malheureuse. L'individu et l'absolu. L'angoisse et le néant. La situation du moi dans le monde. Troisième partie, la liberté du moi. Le devoir et la grâce. Ça m'intéresse. La mauvaise conscience. Ça, c'est intéressant, ça m'intéresse aussi, mais tout est intéressant évidemment. Mais la mauvaise conscience, on le rapproche du travail de Sartre. Alors, est-ce qu'il était existentialiste, Louis Labelle? Est-ce qu'il était de l'époque des existentialistes? Cet ouvrage, il a été écrit en 1936. Donc, est-ce que la nausée de Sartre avait déjà été écrite? C'est à savoir. Donc la mauvaise conscience, les deux libertés, qu'est-ce que c'est, je n'en sais rien, la liberté et la personne. Quatrième partie, l'éternité du moi. Voilà, là on se rapproche de ce qui m'intéresse. La réalité de l'instant, ça, eh bien c'est sur ça qu'on va commencer. L'avenir et le passé, ça m'intéresse aussi. Le retour éternel, le temps et l'éternité. Voilà, ce dernier chapitre, l'éternité du moi, c'est ce vers lequel je vais me diriger. Alors, pour ceux qui ont suivi ce travail sur la mécanique universelle, vous savez que pour moi, donc, l'humanité va vers sa perfection, et cette perfection, c'est l'extase, l'accession à l'extase, le bonheur absolu, le souverain bien, l'immédiat absolu. Et donc, quand l'esprit est dans l'immédiat absolu, qu'il n'a plus de référence au passé, plus de référence à l'avenir, il est dans un état de contemplation absolue. Et là, pour moi, c'est le sommet de la sensation humaine et de l'esprit humain. L'esprit est vide à ce moment-là. Pour être en contemplation, il faut que l'esprit soit vide en réalité. Et dans cet état-là, d'abord on comprend des choses mais on les comprend intuitivement, je veux dire, pas intellectuellement. Ça n'est pas une compréhension intellectuelle, c'est une compréhension physique. On est dans un état d'amour absolu, de relation au tout, à toute chose, à la moindre, au moindre grain de poussière, tout parle à notre essence qui est en train de se réaliser, à cet état d'extase dans lequel nous sommes présents. Et donc, eh bien, c'est ça que nous allons travailler, la réalité de l'instant, l'éternité du moi. Voilà. Alors, je vais commencer à lire. J'ai lu un tout petit peu, une dizaine de lignes, et j'ai dit, ben, c'est intéressant, de tous les chapitres là. Et je pense que, voilà, je découvre en même temps, mais... Et je commente, pardon. La réalité de l'instant. Le problème du temps est l'objet permanent et peut-être l'objet unique de notre réflexion et de notre anxiété. C'est l'objet permanent. Car c'est dans le temps que nous naissons et que nous mourons. Et oui, le temps, c'est
c'est le problème de l'homme, d'une certaine manière. Mais en même temps, c'est la solution. Mais, et ce qui est intéressant à savoir, c'est que la création, le temps est venu après la création, pas au tout début de la création. La création s'est mise en œuvre et le temps apparaît après. Donc le temps, c'est une création de la création, en somme. Et donc, ce n'est pas quelque chose de tangible. Et curieusement, quand on atteint l'extase, on s'affranchit du temps. Même si le temps, il continue à agir sur les... Mais il n'agit plus sur notre esprit, ni sur notre corps de l'instant. Même si on continue à vieillir, à avancer dans l'âge, évidemment. Mais on n'a plus de référence au temps. Et donc, ce n'est pas innocent qu'on puisse, que l'esprit ait l'aptitude soit capable, que l'esprit humain soit capable dans sa grande évolution, dans l'évolution de l'univers, que l'esprit humain soit capable d'atteindre un état qui est avant la naissance du temps, qui est similaire ou qui est en relation avec le temps, ce qui n'est pas un temps, puisque c'est avant le temps. Donc on ne peut pas parler de temps, de cette position qu'il y avait avant que le temps n'apparaisse dans l'univers. Le temps apparaît, je ne sais pas, quelques dixièmes de seconde, ou je ne sais plus comment, il faudrait regarder au niveau scientifique ce qu'en disent les scientifiques. Mais ça donne du crédit quand même à la haute spiritualité, puisque là on parle d'extase, donc de nirvana, de béatitude. Toutes les religions ont compris cet état-là, sauf qu'elles n'ont pas pu l'expliquer correctement, et parfois elles l'ont combattu. C'est le cas de l'islam avec le soufisme, par exemple. Et même c'est le cas le judaïsme ne préconise pas de cette quête de l'extase, qui est une quête sans activité, donc qui s'oppose à la finalité de l'humanité, qui est de créer cette humanité. Et donc, c'est évidemment l'objet de notre anxiété également, puisqu'on avance vers quelque chose qui va interrompre notre évolution, qui va interrompre notre existence. Et donc c'est anxiogène, bien entendu. Car c'est dans le temps que nous naissons et que nous mourons. C'est l'infinité du temps qui nous oblige à nous interroger sur notre origine et sur notre destin. Et ça, cette infinité du temps, même si ça nous oblige, on voit bien que cette interrogation n'a plus cours en ce moment. C'est pour ça que la mécanique universelle est peut-être la bienvenue, mais on ne s'interroge plus sur notre destin. Et bon, un peu sur nos origines, évidemment, mais on ne se pose plus la question de où va l'humanité, à part quelques décennies après nous, quelques siècles éventuellement, mais on ne se prolonge pas vers une sorte de finalité. Et on est dans le brouillard, quoi. On évolue dans une sorte de brouillard. Et donc, la mécanique universelle, mon site, essaye de s'affranchir, de libérer l'humanité de cette inconscience, de cette évolution forcenée, de cette évolution à tâtons, pour évoluer vers une évolution consciente, en réalité. C'est le cours du temps qui nous suggère de chercher une cause à ce qui est, d'appliquer notre volonté à ce qui va être. Voilà, c'est-à-dire que le cours du temps qui nous suggère de chercher une cause à ce qui est et d'appliquer notre volonté à ce qui va être. Donc de nous projeter sur l'avenir. Pour construire, il faut se projeter. J'ai décidé de fabriquer une maison, eh bien ça va déplacer mon cerveau du présent
vers le futur. Il va falloir que j'anticipe, que je réfléchisse au futur. Donc que je sorte de l'immédiat. Et c'est grâce à ça qu'on construit l'humanité. Mais à cause de ça qu'on n'est pas dans le présent absolu et qu'on n'est pas en état d'extase en réalité. Mais le temps est le principe de notre misère. C'est le principe de notre misère. Il est l'intervalle qui sépare le désir de la possession. Et oui, c'est l'intervalle. Le temps, c'est j'ai envie d'avoir ma maison, je viens d'acheter le terrain, et maintenant le temps qui va me séparer du moment où je vais être au coin de la cheminée avec ma compagne ou mon compagnon, eh bien, il est, il est il comporte aussi un peu des souffrances. C'est le lieu de tous les mirages, de toutes les choses inachevées. Tous les biens qu'il nous donne, il ne cesse de nous les retirer. Aussi y a-t-il au fond de toute conscience humaine le goût de l'éternel. Ah voilà, mais c'est ça, on a tous ce goût-là. Et d'ailleurs, ce qui est curieux, c'est que on vit avec avec ce sentiment d'éternité quelque part. On n'arrive pas à réaliser qu'on va mourir. C'est que même si on le sait intellectuellement, on peut pas. Il y a quelque chose qui fait barrage pour pas nous projeter là-dedans. Ça serait une angoisse absolue. Donc, pour ne pas le visualiser de façon extrêmement concrète. C'est le goût de l'éternel, le pressentiment d'un repos qui serait aussi une jouissance. Aussi y a-t-il au fond de toute conscience humaine le goût de l'éternel, le pressentiment d'un repos qui serait aussi une jouissance, l'espoir d'une vérité que l'on pourrait contempler au lieu de la chercher, d'un bonheur toujours présent où le désir ne renaîtrait que pour être aussitôt comblé. Il décrit l'expérience de l'extase. Pour avoir fait cette expérience extatique, il y a 25 ans, au tout début de la mécanique universelle, j'avais déjà fait tous les premiers chapitres de tout le squelette de la mécanique universelle et je suis tombé dans cet état sans savoir ce qui se passait. Et là, c'est le présent absolu. Le cerveau ne peut plus anticiper, il ne peut plus se dire tout à l'heure je dois faire ça, demain je dois faire ça, et il n'a plus de référence avec le passé, donc le passé n'encombre plus. Et donc dans cet état de présent absolu, il est dans la contemplation totale, dans la jubilation. On ne peut rien faire, se promener, voilà, on peut arriver à vivre, manger à telle heure, etc., se coucher, voilà, on fait les choses, mais on ne construit rien dans cet état-là. Et là, il décrit exactement ce que j'ai ressenti à cette époque-là. Aussi y a-t-il au fond de toute conscience humaine le goût de l'éternel, le pressentiment d'un repos, et c'est un état de repos absolu, un état incroyable, qui serait aussi une jouissance. C'est un état de jouissance totale. Je vous renvoie à l'écoute d'autres vidéos où je parle de... Vous tapez extase sur YouTube dans mon espace, là, et j'ai essayé de décrire cet état à certains endroits. C'est un état de jouissance absolue. L'espoir d'une vérité que l'on pourrait contempler au lieu de la chercher. Et c'est une contemplation absolue. Là, il a tout compris, la belle. Mais c'est incroyable parce que c'est des philosophes qui sont vraiment... qui ont été mangés par les gros ténors, par les Sartre, par les Camus, etc., par les Aron, par les... Voilà, ils ont été mangés par ces mangés, non, mais disons que ils ont été exclus de la lumière. Mais tant mieux, c'est pas ça change rien. Hein, c'est pas voilà. Celui qui veut aller dans la lumière, c'est qu'il a besoin de réparer des choses. Si Sartre va dans la lumière, c'est qu'il a besoin de réparer des trucs. Sinon, c'est pas une obligation, et au contraire, c'est même un handicap. Donc, au lieu de la chercher, d'un bonheur toujours présent où le désir ne renaîtrait que pour être aussitôt comblé. Il y aurait pas, c'est plus
le désir, un désir, c'est quelque chose qui, apparemment, hein, moi je l'interprète comme ça, c'est quelque chose qui se projette, qui va vers quelque chose, qui a une sorte d'intentionnalité. Et là, c'est pas du tout ça. Le désir, il est permanent, il n'est pas recherché. Bon, on marche dans l'état d'extase, on voit un arbre, c'est un régal, on a envie d'aller le toucher, on le touche, on jubile, on sent l'air sur notre corps, on jubile, on voit un grain de poussière, on jubile, on voit un animal, on jubile. On est dans un état d'amour absolu. C'est un état d'amour absolu. Telles sont les aspirations auxquelles la philosophie intellectualiste a essayé de répondre depuis Platon. Il a raison, Platon a fait cette expérience d'extase. Le monde temporel dans lequel nous vivons n'est pour elle qu'un monde provisoire et déchu. Il n'y a de sens que si nous sommes capables de le dépasser. Et quand on a fait cette expérience d'extase, on sait que le monde temporel dans lequel on vit, dans l'illusion dans laquelle on est, n'est qu'un monde provisoire et déchu. Déchu, c'est religieux, on ne pourrait pas dire déchu parce que il doit être là, il nous sert à construire la perfection. Mais c'est une illusion, il n'est pas, c'est juste un outil de travail, voilà, c'est juste un instrument. Il n'y a de sens que si nous sommes capables de le dépasser, de le relier à un monde intelligible et soustrait au changement, dans lequel la raison doit nous permettre de pénétrer et la volonté de nous établir. Voilà, on va arrêter là pour cette vidéo. De le relier à un monde intelligible, donc c'est le monde de Platon, le monde des idées, un monde de l'au-delà. Et c'est une relation entre ces deux qui se joue dans l'état d'extase. On est connecté à l'intelligible en réalité. Et soustrait au changement. Un monde qui, même si les choses bougent, l'esprit est dans un état qui ne bouge pas. Donc on est dans un présent total. Donc ça, c'est complètement immuable. On est dans un état immuable, même si le monde évolue, même si nous on marche dans l'état d'extase, rien ne change. On continue à manger, à avoir soif, à être fatigué, etc., etc. Et soustrait dans lequel la raison doit nous permettre de pénétrer et la volonté de nous établir. Et c'est par la raison, c'est quelque chose qui nous amène à cet état d'extase. Alors moi, ça a été cette découverte de la mécanique universelle et l'épuisement dans lequel ça m'a mis, l'épuisement intellectuel. Pendant un mois, j'ai travaillé, dès que j'ai découvert que cette phrase, j'ai écrit cette phrase de façon instinctive, l'humanité est destinée à atteindre sa perfection. Quand j'ai commencé à la regarder en face, je me suis dit, il faut que je développe cette idée incroyable. Et donc, je suis rentré là-dedans pendant un mois et des poussières. J'ai fait que ça, de 15 heures ou 16 heures par jour. J'écrivais, j'essayais de comprendre, de tout mettre, la présence, pourquoi il y a le mal, si on va vers cet état de perfection, quelle est la présence du mal, est-ce qu'il y a du hasard ou de la détermination, qu'est-ce que c'est que la conscience, qu'est-ce que c'est que la mort, etc., etc. J'étais confronté à toutes les questions philosophiques en réalité. Et donc j'étais épuisé nerveusement. Quand j'ai fini ça, j'ai dit je ne peux plus aller au-delà, je ne sais pas écrire, donc je vais envoyer ce travail que j'ai déjà réalisé qui tenait en une dizaine de pages à des gens et je veux plus, je pourrais pas aller au-delà, je laisse les autres s'occuper de cette découverte. Et quand je l'ai fait, je suis tombé en état d'extase. J'avais le sentiment d'avoir achevé mon existence en réalité. C'est ça certainement qui m'a mis dans cet état d'extase. Et cet état d'extase qui a duré une semaine m'a permis, plus tard, je sais pas, je savais pas je pouvais pas prendre conscience de l'état dans lequel j'étais. J'étais dans cet état, mais je savais pas ce qui m'arrivait. Je l'ai vécu comme ça, à la longue, et sans comprendre ce que j'étais en train de vivre.
Et, et donc, et c'est en sortant de cet état, quelques mois après, que j'ai commencé à me poser la question et à me souvenir de ce que j'avais vécu, et à essayer de l'analyser, d'en faire quelque chose, de comprendre ce qui s'était passé et tout ce que ça incluait, cet état-là. J'ai vu la merveille que c'était, quoi, en règle générale. Voilà, je vais arrêter là pour cette vidéo. Si vous pensez qu'il y a un peu d'intérêt à ces vidéos-là, vous pouvez mettre des pouces, vous abonner, envoyer le lien à vos amis, établir des liens avec d'autres sites. Vous pouvez laisser des commentaires. Tout ça fait évoluer le site. Vous pouvez me contacter si vous voulez participer, si vous connaissez bien la technique d'Internet, etc., ou d'autres choses, hein, si vous voulez qu'on fasse des interviews, sous la forme de questions, par exemple questions-réponses, je ne sais pas. Toutes vos propositions sont intéressantes. Et puis, vous pouvez surtout aller visiter le site Mécanique Universelle où je décris tout ça. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.